Rester dans un milieu confiné, rester en famille, dans une bulle de 5 personnes, n'a aucun sens si l'une des personnes est malade. C'est la meilleure façon de propager la maladie parmi les 3 ou 4 autres personnes qui l'accompagnent. Et la présence de proches, les contacts affectifs, humains, sociaux, de voisinage, familiaux sont évidemment capitaux. C'est la source de notre bonheur. Pensez à toutes ces personnes âgées qui sont décédées non pas du Covid, mais d'un syndrome de glissement parce qu'elles se trouvaient isolées dans une maison de repos, ne voyant personne au cours de la journée et surtout ne voyant plus leurs enfants, leurs petits-enfants, qui sont leur raison de vivre. Quelle raison, quelle situation les accrochait encore à la vie? Plus rien du tout. Il est essentiel pour notre immunité, parce que nous sommes des animaux sociaux, d'avoir des contacts sociaux joyeux, enrichissants, d'être optimistes, de chanter, de danser. Et tout cela, ça a été malheureusement complètement passé sous silence. La définition de la santé, selon l'OMS, ce n'est pas une absence de maladie ou d'infirmité, mais c'est une vision globale de la santé physique, de la santé mentale et du côté social. Et ça, on l'a complètement oublié. L'OMS, en confinant, a complètement zappé le côté mental et le côté social. Et le côté social, ça englobe la culture, ça englobe un tas de choses. Et tout ça a été passé à la trappe à une vitesse incroyable. Les cinémas, les théâtres, les opéras, etc. peinent à se remplir à nouveau, et on peut le comprendre. Moi, j'ai absolument pas envie d'aller au cinéma avec une distance telle qu'on ne met plus que maximum 100 personnes dans une salle, qu'il faut être masqué. Enfin, ça n'a aucun sens. Je me vois mal aller au cinéma avec un masque. Et du coup, la culture, c'est vraiment le domaine qui était le plus pénalisé, alors que ça fait partie de notre santé aussi. C'est quelque chose d'important. Pour ma part, j'ai aussi pu constater que beaucoup de patients serrent les dents la nuit ou même en journée suite au stress engendré par toute cette propagande coronavirus. Donc, ils ont des douleurs de nuque, des douleurs au niveau des trapèzes, des douleurs au niveau des dents à force de serrer, vraiment des consultations pour des douleurs dentaires. J'ai même une patiente qui a eu une fissure dentaire tellement elle serre les dents. Donc voilà, ça, ce sont des choses un petit peu plus fréquentes qu'on rencontre pour l'instant et qui sont un motif de consultation. Alors, en tant que dentiste holistique, il faut quand même se poser la question de savoir la proportionnalité, encore une fois, entre tout ce stress engendré par ce coronavirus et ce que ça va engendrer comme problème de santé, dentaire ou autre d'ailleurs, chez la population. Pour moi, le confinement, on est à la limite d'une assignation à résidence. Hein. Soyons bien clairs, on n'a pas fait ça pour notre bien. Le confinement a aussi eu des dégâts collatéraux très importants, une déshumanisation de la société, l'augmentation des violences, des suicides, de l'alcoolisme. Et ces dégâts collatéraux ont été particulièrement importants dans les maisons de repos. Et là, je voudrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Mon beau-père est effectivement dans une maison de repos depuis le mois de décembre, car il a fait de nombreux AVC. Et au mois d'avril, on nous a appelés de cette maison de repos en nous disant qu'il était en train de mourir, probablement du Covid, même s'il avait peu de symptômes. Et c'est ce qu'on appelle la Covid sans symptômes. Et on nous proposait de lui rendre une dernière visite. Et puisque je suis médecin, la famille m'a demandé d'y aller en premier, et heureusement, car lorsque je suis arrivé, il ne présentait aucun des symptômes d'une infection à Covid, mais bien d'une déshydratation majeure, d'un début de dénutrition. Il était dans un état de faiblesse extrême, et effectivement, il serait certainement décédé rapidement si je n'avais pas commencé à le réhydrater. Il était encore capable de boire au verre et nous lui avons donné à boire beaucoup. En 2 jours, il était de nouveau assis à sa table en train de manger.
Si je n'étais pas intervenu, il serait donc décédé 2 jours plus tard, ou 1 jour plus tard, de déshydratation, mais il aurait certainement été repris dans les statistiques comme étant mort du Covid. Et une telle histoire a dû se produire bien souvent dans les maisons de repos, dans toutes les maisons de repos de notre pays, où la cohue, la désorganisation, la panique, la peur de ce début de confinement a empêché de prodiguer les soins nécessaires à ces seniors que l'on avait enfermés dans leur chambre, sans droit de visite ni de sortie, et ce pendant 3 mois. Vous imaginez le désespoir de ces personnes pour qui le contact avec la famille est le seul lien qui leur reste avec la vie. Et vous comprenez aussi pourquoi beaucoup ont perdu l'envie de vivre, se sont laissés mourir, sans parler de ceux chez qui des soins de base comme donner à boire et à manger n'ont pas pu être assurés correctement. Les décès dans les maisons de soins et de repos sont donc dus de manière beaucoup plus importante au confinement qu'au virus lui-même, qui n'a tué probablement qu'une minorité d'entre eux. Et puis pour terminer cette histoire, très étonnamment, 3 semaines plus tard, les tests sont arrivés. On s'est mis à tester tous les pensionnaires de cette maison de repos. 20 étaient positifs, dont mon beau-père. Aucun n'était malade. Ils étaient tous en parfaite santé. Et mon beau-père est d'ailleurs toujours là, toujours vivant, malgré toutes ces aventures. Actuellement, il y a quelques nouveaux décès qui sont rapportés. Mais quelles en sont les causes? L'âge, la canicule ou la Covid-19? En effet, je pense qu'il est très important de faire la différence entre les personnes qui sont dépistées positives, donc qui sont porteuses du SARS-CoV-2, mais qui décèdent d'une autre maladie, donc qui sont finalement accompagnées dans la mort par le virus en question, et celles qui sont réellement malades du virus et qui en décèdent, comme d'autres décèdent chaque année de pneumonie, de grippe ou de canicule. En effet, il ne faut pas oublier que l'être humain n'est pas immortel et que nous avons une limite de longévité et que par conséquent, tous les ans, nos aînés nous quittent à l'occasion de l'une ou l'autre maladie intercourante. C'est la norme, c'est quelque chose d'absolument normal. Et il n'y a donc pas de quoi provoquer de nouvelles paniques ou de quoi provoquer un nouveau confinement des maisons de repos. Donc on sait à combien il a été meurtrier pendant le pic épidémique. Le confinement, au niveau mental, a causé des dégâts mais considérables. On voit les hôpitaux psychiatriques qui commencent à se remplir avec des gens qui sont dans la psychose, des gens qui ont développé des dépressions profondes. On a assisté à tout le phénomène de glissement aussi dans les maisons de repos, où là, il y a un scandale sanitaire, mais c'est absolument époustouflant. Au début du confinement, tout le monde était un petit peu sidéré et je crois que les gens étaient contents de rester à la maison. Et puis tout doucement, on voit vraiment que l'état psychologique des patients est très très détérioré. Et malgré qu'on soit déconfiné et malgré que la mortalité soit absolument incomparable à ce qui se passait au mois de mars et au mois d'avril, les gens sont restés dans un état de sidération et je trouve que vraiment il y a une anxiété énorme que l'on ressent chez nos patients, de tous âges d'ailleurs, que ce soit des personnes qui font partie d'une population à risque ou pas. Les patients sont ultra stressés, ultra angoissés. Et on en discute beaucoup en fait finalement parce qu'on est dans un moment vraiment où il y a des incertitudes sur tout. Donc des incertitudes sur la maladie elle-même évidemment, mais aussi sur les mesures à venir, le fait de ne pas pouvoir se projeter, de ne pas savoir de quoi sera fait demain, et ça engendre vraiment beaucoup de stress. J'ai eu notamment une patiente qui a accouché vraiment au tout début du confinement où c'était encore vraiment très très compliqué, je crois, dans les hôpitaux, les protocoles n'étaient pas encore tout à fait au point, etc. Donc ça a été assez traumatique avec une césarienne en urgence et le mari qui n'est pas présent, etc. et qui a développé vraiment des symptômes
un peu comme une psychose du postpartum, en fait, alors que ce n'était pas nécessairement quelqu'un qui avait des facteurs favorisants pour ça, qui n'a jamais eu de problème d'ordre psychologique avant et qui a eu beaucoup de mal les premiers mois de sa grossesse à cause de ça. Donc, elle a vraiment développé des symptômes psychosomatiques très importants, alors que c'est quelqu'un qui est en très bonne santé, qui n'avait jamais eu de problème de santé auparavant. Donc, elle est un exemple, je trouve, assez emblématique parce qu'elle a vécu un moment important de sa vie, mais dans un contexte tout à fait perturbé. Et dans les semaines qui ont suivi, rien n'a aidé à ce qu'elle récupère facilement après ça. Donc, ça a été vraiment très traumatique. Et même encore maintenant, au mois d'août, on sent vraiment que le moral des patients est au plus bas. C'est très difficile à gérer. Et vraiment, on le voit chez des patients chez qui on ne se serait pas spécialement attendu à ça, en fait. Une des premières mesures qui a été annoncée au début du confinement était aussi de demander aux médecins d'arrêter de soigner leurs patients, et en particulier ceux suspects d'être atteints de la Covid-19, où l'on demandait de les renvoyer chez eux sans les examiner, avec du Tafalgan comme seul traitement. Ce qui est un petit peu contraire, je dirais, au principe même de la médecine et d'être médecin, puisque être médecin signifie soigner et venir en aide à ceux qui sont malades, et non pas les abandonner. Moi, en tant que médecin, ce qui m'avait vraiment le plus choqué depuis le début, au moment du confinement, c'était le fait que justement, on a été mis hors course directement, alors qu'on représente la première ligne. Et on nous a sommé de ne plus voir nos patients. Et on nous a donné un code de nomenclature pour pouvoir facturer des consultations téléphoniques. Certes, ça permettait de prendre des nouvelles de nos patients, mais ça ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre en tant que soignant, puisqu'on ne pouvait pas voir nos patients. Donc, clairement, les patients étaient un peu abandonnés à leur sort. Tout ce qui concernait d'éventuels symptômes Covid, eh bien, on leur disait restez chez vous, on leur mettait un certificat et puis on leur disait d'attendre, de nous recontacter éventuellement et si ça n'allait vraiment pas, donc s'ils étaient en insuffisance respiratoire, de se rendre aux urgences. Donc là, ça a été un petit peu le mot d'ordre les premiers mois, les premières semaines du confinement, alors qu'on était au sommet de la crise et où vraiment les morts s'égrenaient tous les jours. À aucun moment, on a pu dans les cabinets de médecine générale faire de la médecine. En tout cas, on a clairement reçu des injonctions nous disant que si on recevait des personnes en cabinet, et donc ça, évidemment, l'INAMI peut le savoir, puisque si on rentre des codes de nomenclature de consultation, eh bien, on pouvait savoir qu'on avait vu des patients, on pouvait avoir des contrôles et on pouvait éventuellement être sanctionné. Donc, clairement, la logique de ça, je ne la comprends pas. C'est-à-dire qu'on nous a dit qu'on ne pouvait pas avoir de patients car il fallait réserver toutes les forces pour le Covid. Mais en même temps, le fait de voir un patient au cabinet de médecine générale ne privait pas de patients en état grave d'un lit de soins intensifs. Je peux comprendre qu'on ait reporté toute une série d'interventions chirurgicales non essentielles, ou en tout cas reportables, parce qu'une anesthésie générale, une chirurgie peut éventuellement entraîner un passage même furtif aux soins intensifs, et que donc là, effectivement, un lit pouvait être bloqué pour un patient Covid, mais un patient en médecine générale qu'on reçoit au cabinet ne change rien à la prise en charge hospitalière. En tout cas, à mon sens, en première ligne, je ne comprenais pas vraiment le lien entre le fait de réserver toutes ces forces pour le Covid et le fait de ne pas avoir de patients en médecine générale. On n'a pas vraiment eu le choix, en tout cas. On arrête de faire tout ce tralala. Ça ne sert à rien de porter des masques. Ça ne sert à rien de mettre les gens dans un régime de terreur. Il faut tout simplement leur permettre d'aller voir le médecin généraliste parce qu'il n'y a pas qu'une maladie, sinon je n'aurais pas fait 7 ans d'études pour une seule maladie. Hein. Moi, par exemple, pour une petite anecdote, il y a 15 jours, j'étais de garde, j'étais en poste fixe et il y avait une autre médecin qui était en mobile, pardon. Eh ben, elle a refusé de faire une visite parce qu'il dit, selon les critères, il fallait faire un test Covid. Je lui ai dit non, il y a autre chose. Il n'a pas voulu faire la visite, j'ai été faire la visite, eh ben, le monsieur faisait une crise d'asthme. Alors, faire un test Covid et ne pas traiter la crise d'asthme, c'est aussi une aberration médicale. Il aurait fallu simplement permettre aux médecins généralistes de voir les patients. Donc, il y a toute une série de pathologies
qui n'ont pas disparu tout d'un coup sous prétexte que le Covid était là. Donc, c'est un peu comme si on pouvait mourir de tout sauf du Covid pendant plusieurs mois. Donc, en fait, on avait une embolie pulmonaire non infectieuse à la base, où on avait un problème cardiaque, où on avait une boule quelque part qu'on sent et qu'on voudrait faire diagnostiquer. Eh bien, on trouvait porte close partout. Et donc, on a retardé des diagnostics de cancer, on a tellement fait peur aux gens finalement que certaines personnes avec des AVC, alors qu'on sait très bien qu'ils doivent se rendre à l'hôpital dans les premières heures pour améliorer leur pronostic, ne se sont pas rendus à l'hôpital, n'ont pas eu l'occasion d'avoir des premiers soins auprès de leur médecin généraliste. Enfin, il y a toute une série de choses qui sont passées à la trappe et qui n'ont pas été soignés. Il faut être clair, ils n'ont pas été soignés. Donc, je pense que les effets collatéraux, il va falloir vraiment faire plancher des spécialistes et calculer les effets collatéraux du fait que les patients sont restés chez eux pendant 3 mois ou 4 mois, parce que même après le déconfinement, les urgences devaient demander aux patients vraiment venez, il n'y a pas de risque, venez. Et les gens n'osaient plus se rendre aux urgences. Donc, clairement, il va falloir faire les comptes et il va falloir vraiment quantifier cette surmortalité qui est déjà arrivée probablement et qui va arriver dans les mois à venir. Ça, je crois que c'est très, très important de se rendre compte que les autres maladies ne se sont pas arrêtées, elles n'ont pas attendu que le Covid passe, elles ne se sont pas arrêtées. Les gens ont continué à avoir d'autres pathologies et n'ont pas été soignés. En préconisant le confinement, on s'est vraiment fourré le doigt dans l'œil. Et au bout de 15 jours, les chiffres montraient déjà que le confinement n'était pas une bonne idée. Et à partir du moment où on a fait cette erreur majeure, à aucun moment le gouvernement n'a osé faire demi-tour par rapport à ce qu'il a fait. Et c'est une espèce de descente aux enfers. Je ne pense pas nécessairement au complot et tout ça. C'est pas du tout ça mon propos. Mais ils ont mis le doigt dans un engrenage et ils n'arrivent pas à faire marche arrière. Et si nous, on ne leur dit pas, on ne leur met pas un stop vraiment clair, ça risque de continuer comme ça jusqu'au vaccin. Et ça, un vaccin qui va aller bouger à notre matériel génétique. L'Horeca a perdu 47 millions par jour. Hein. De Calataï dit que ça va coûter 50 milliards de déficit. Hein. Ouais. 50 milliards. Donc, va un peu expliquer aux forains, va un peu expliquer à l'Horeca que depuis 3 mois, ils auraient pu gagner leur vie. Un de mes professeurs de l'école de santé publique, Bruno Dujardin, disait qu'un des prédicteurs de santé chez les gens, c'était le niveau économique de ces personnes. C'est vraiment cette impression qu'il vaut mieux mourir de tout sauf du Covid, quoi, maintenant, vraiment. On peut mourir de faim, on peut mourir de misère, on peut mourir de tristesse dans son haut, mais on ne peut pas mourir du Covid, quoi, à tout prix. Après la pharma, je me suis formée à plein d'autres choses, et notamment la PNL, programmation neurolinguistique, donc un peu l'étude du langage, entre autres. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont frappée dans ce cadre-là. Donc, c'est déjà le vocabulaire qu'on utilise. Donc, les gestes barrières, je trouve ça vraiment quelque chose de phénoménal parce que, en fait, c'est juste des règles élémentaires d'hygiène. Il n'y a rien du tout de barrière là-dedans. Comme se laver les mains, en théorie, tout le monde doit se laver les mains après être allé aux toilettes, en rentrant des courses, après avoir jeté un mouchoir, etc. C'est des gestes élémentaires d'hygiène. Il y a encore comme autre terme qui a été utilisé, c'est la distanciation sociale. Où est-ce qu'elle est la distanciation sociale? Non, on demande juste de mettre une certaine distance physique entre les gens. Mais déjà, rien que le vocabulaire utilisé, pour moi, il est symptomatique. Et après, toutes les contradictions, quoi.
Moi, j'avais noté que Sophie Wilmès, lors de sa toute première intervention, elle a dit, je cite, hein, l'activité physique en plein air est autorisée et même recommandée. Donc ça, c'est pour le 17 mars. Le 21 mars, il y a déjà des drones au-dessus des parcs pour dire aux gens, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Donc, et puis tout de suite après, on a commencé à fermer les parcs. Donc la cohérence là-dedans, il y a une discordance entre ce qui se passe et le vocabulaire utilisé. Il y a vraiment quelque chose qui me heurte là-dedans depuis le début. Depuis le début. Bonjour, je m'appelle Bernadette et je souhaite aujourd'hui partager quelques réflexions à partir de ma pratique de psychiatre. Je prendrai l'axe de l'angoisse. Pour susciter l'angoisse chez quelqu'un, on peut s'y prendre de différentes manières. Entre autres, en ayant avec lui des propos contradictoires, en soufflant le chaud et le froid, en donnant des informations de contresens qui vont provoquer une confusion intérieure. C'est une confusion qui peut être rationnelle, c'est-à-dire qu'on ne comprend plus les informations qui sont données, mais ce peut être aussi une confusion émotionnelle qui génère de l'angoisse. Donc l'angoisse comme signe d'une perte de repère intérieur. Alors on le voit, actuellement, les informations sont contradictoires, on ne peut plus se fier aux avis des experts de la santé, puisqu'il y a beaucoup de divergences. On ne peut plus comprendre le fil et la logique des décisions politiques. Et les médias ne transmettent plus des informations fiables, on transmet des mots qui augmentent l'angoisse, on transmet des mots qui éveillent l'émotionnalité. C'est pas nouveau comme principe, celui-là. Par contre, ce qui est nouveau ici, c'est qu'on a un sujet qui concerne la santé au niveau individuel et la santé des sujets dans leur lien social. Il y a un sentiment d'insécurité et par rapport à ça, nous ne sommes pas tous égaux et nous ne réagissons pas tous de la même manière. Il y a des sujets qui réagissent plutôt sous une mode de repli. C'est des sujets qui vont respecter les règles, s'isoler, limiter très très fortement les contacts et en étant un petit peu scrupuleux sur les règles, voire même de manière obsessionnelle et compulsive. C'est des sujets qui vont, s'ils rencontrent des difficultés, ne plus pouvoir recourir, on va dire, à la fraternité, au lien avec les autres, qui vont donc encore se sentir plus seuls. J'ai remarqué pour ma part que des sujets qui étaient déjà en difficulté de lien social au début du confinement se sont plutôt trouvés, étaient plutôt plus apaisés, comme si ça les remettait dans une forme de normalité. Le problème avec ce confinement qui a perduré, c'est que, et avec ce qui se passe actuellement, c'est que vraiment le sentiment d'inadaptation sociale est accru. Il y a un autre type de réaction possible, ce sont les sujets qui ont besoin de mouvement pour extérioriser la tension intérieure. C'est des sujets qui ont plus de feu. Donc, on pourrait dire un peu les bravaches, ceux qui ne vont pas se laisser faire, ceux qui vont supporter extrêmement mal d'être limités dans leur mouvement, qui vont contester les règles et vérifier, voire même si la tension intérieure augmente ou dure trop longtemps, risque vraiment des passages à l'acte pour retrouver une liberté de mouvement. On le voit, on a là deux manières extrêmement différentes de tenter de faire face à une perte de sécurité intérieure.
Et on le voit, plus la tension monte, plus le conflit et l'agressivité montent, et de manière globale, plus on tend les choses et ça peut produire au niveau social une forme de chaos. Je recommande ce petit livre, Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, écrit en 2015. Il reprend une série d'études de psychologie sociale qui analysent les éléments qui influencent la prise de décision humaine. Il n'est pas nécessaire de lire ce livre pour savoir que quelqu'un qui est sous l'emprise de la peur et de la panique est beaucoup plus manipulable. C'est-à-dire que quelqu'un qui est paniqué ou qui a peur, on peut lui faire n'importe quoi. Donc dans le contexte actuel, si la peur et la panique persistent, c'est vraiment le toboggan ouvert à ce que des décisions très autoritaires se prennent et ne tiennent plus de singularité, c'est-à-dire qu'on va décider pour tout le monde d'une manière forte. Ça, c'est pas utile de lire le bouquin pour savoir ça. C'est malheureusement le lot humain, on le sait dans les familles, on le sait dans les entreprises, et on le sait dans les rapports de force, dans le lien social. Par contre, où ce petit livre est intéressant, c'est qu'il montre combien un système, quand il a décidé une stratégie, eh bien, par un mécanisme de persévération, il ne fait pas marche arrière. Il ne recule pas. Il donne l'exemple d'une entreprise qui a un bilan financier catastrophique et qu'un audit le montre et propose des solutions. Et pourtant, l'entreprise continue. Avec l'information que plus une stratégie a été investie en énergie et en temps, plus il est difficile pour les humains qui sont aux commandes de faire marche arrière. Dans le contexte actuel, on perd le cap, on part dans la dualité, on part dans le conflit. On vient vraiment percuter le cerveau archaïque et les gens sont dans une peur telle que, donc face à une terreur, il n'y a pas 36 solutions. C'est la fuite, la lutte ou l'inhibition de l'action. La lutte, elle est interdite, tu es chez toi, tout seul, les rassemblements sont interdits. Mais la fuite, elle est quasiment impossible. Ou alors tu peux fuir dans l'alcool, ça oui, ça a été autorisé, hein. Ça faisait partie des choses qui étaient complètement autorisées. Donc tu as le droit de fuir dans l'alcool, dans le cannabis, etc. Il n'y a aucun souci. Et qu'est-ce qui reste finalement? Il reste l'inhibition de l'action. Donc complètement, les gens sont dans ce qu'on appelle, on n'est pas loin du syndrome post-traumatique en fait, où les gens sont, toute volonté est annihilée, on est complètement figés. En fait, les gens sont figés. Et ils ont énormément de mal à sortir du figement en fait. Parce que ça continue avec les masques, etc., tout ce qu'on continue à nous infliger. Et si on n'obéit pas, c'est des amendes, et des amendes salées. Donc les gens ne peuvent pas se permettre de désobéir, grosso modo. C'est ça qui se passe aussi. Et donc voilà, les gens sont figés, il n'y a rien qui bouge, personne n'ose vraiment manifester, ou très peu. Mais tout ça, en grande partie, ça vient du confinement et puis de ce qu'on continue à nous imposer sans aucune raison scientifique en fait. Il n'y a plus aucune raison scientifique à imposer ce qu'on nous impose pour le moment. Toutes ces injonctions et ces manipulations touchent les personnes socialement plus faibles car elles sont plus influençables. Et donc je trouve qu'il s'agit là d'une double peine qu'on leur inflige qui est inadmissible au niveau humain. J'inviterais pour ma part à chercher le bon sens, ce qu'on appelle la voie moyenne, ce qui s'appelle aussi agir en bon père de famille. Moi j'aime bien pour ça les phrases qui sont véhiculées, du genre « il n'y a pas de fumée sans feu ». Donc ici, il est clair que la communauté scientifique est divisée.
Alors je ne sais pas qui a la vérité, mais en tout cas il y a un problème. C'est un virus aérosol, protégeons-nous. Mais voilà, en respectant le bon sens, il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir des mesures si coercitives qui entraînent autant de désarroi et qui provoquera très certainement sur le plan psychologique des grands désespoirs, comme c'est déjà le cas. Au début de la crise, il a fallu beaucoup de courage pour oser porter une voix contraire à la voix dominante, mais que maintenant, il y a quand même pas mal de personnes qui osent parler et que c'est le moment, c'est vraiment le bon moment de se poser des questions si on ne s'en est pas encore posé et de rejoindre le mouvement parce que tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Donc vraiment, l'idée de rejoindre un mouvement complet et un mouvement qui commence à s'organiser, on en est au balbutiement, ça commence à s'organiser, mais je pense qu'il est temps, il est encore temps, il est plus que temps de prendre le train en marche et de rejoindre ce mouvement pour arrêter cette mascarade. Parce que c'est une véritable mascarade. On demande l'action. L'action est demandée maintenant. Franchement, il n'y a plus de temps à perdre.